Donc on repart, voilà, le bouquin il est là, ça s'appelle En haut de l'affiche, et franchement, voilà, très chouette. Je vous l'offre pas parce que je veux le garder. Ouais, j'adore, t'as une pub Volkswagen, c'était les pubs Volkswagen des années 80, mais c'est les plus belles. Et donc tu vois un gars qui est vraiment le nez dans le capot, tu vois, il a ouvert le capot, il regarde le moteur de la Volkswagen, et le slogan c'est Parano. Voilà, non, tu regardes pas, ça ne tombe pas en panne une Volkswagen. C'était une autre époque. Oui, et donc, Mathieu, parce que c'est aussi entreprise en croissance, hein, SIA Partners, mais ça m'intéresse. Donc, tu annonces la création d'une division dédiée au Life Science Consulting. Qu'est-ce que c'est que le Life Science Consulting? Et tu le fais en parallèle d'ailleurs d'une acquisition importante aux États-Unis. C'est cette acquisition aux États-Unis en fait qui te fait lancer la division. Là. Raconte-nous un peu le oui, alors c'est vrai qu'on est obligé de le faire aux États-Unis parce que le marché est beaucoup plus profond aux États-Unis aussi, si on doit le comparer avec la France pour faire un petit lien avec ce qu'on vient d'évoquer. En gros, c'est pour travailler sur toute la chaîne de valeur de la construction d'un produit pharmaceutique. Donc ça peut être du diagnostic, du test, des thérapies géniques, de la microbiologie, etc. Enfin, c'est vraiment l'ensemble des natures de traitements qui sont possibles, les vaccins aussi évidemment. Et là, l'enjeu, c'est d'assister les pharma, les académiques, les autorités de régulation, les biotech, de la phase 1 jusqu'à la phase 3, pour la rendre la plus efficace possible, pour aussi obtenir les financements non dilutifs auprès de la BARDA, de la DARPA. Et puis ensuite, de pouvoir les déployer de façon industrielle avec des procédés qui sont mis sous contrôle qualité. Et ça, c'est extrêmement important parce que, évidemment, nous, aujourd'hui, on se retrouve avec en gros 40 à 50% de part de marché sur les dossiers qui sont préparés vis-à-vis de la BARDA aux États-Unis. La BARDA, elle accepte des dossiers qui viennent de n'importe où dans le monde, hein, donc on n'est pas obligé d'être américain pour pouvoir bénéficier de ça. Donc nous, l'idée qu'on a, c'est de construire une équipe qui soit mondiale, en fait, qui permette d'accéder au marché qui est le marché principal en la matière, c'est-à-dire les États-Unis, et aussi de travailler à la logique de réindustrialisation. Parce que en fait, transférer une usine pharmaceutique d'un pays à un autre, c'est pas comme dans l'automobile, c'est beaucoup plus compliqué. Ça nécessite de travailler sur les procédés en local et donc ça nécessite toute une série de méthodologies. Donc c'est ça qu'on va faire. Donc l'idée pour nous, c'est de couvrir en gros l'ensemble du monde occidental dans cette logique où la réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur les 30 traitements pharmaceutiques qui représentent 80% du revenu de ce monde-là, ça va tomber de façon massive d'ici 2030. Et donc, il va y avoir une accélération de l'innovation en la matière. Tu veux dire, il y a une nouvelle falaise de brevets là, qui arrive en gros, c'est 2030. Devant les gros labos. Ouais. Ça, c'est vraiment hyper important. Ça, c'est le premier point. Avec d'ailleurs des enjeux d'industrialisation. C'est-à-dire que derrière les génériques, ça part en Inde, de façon extrêmement basique. Mais voilà, donc ça, c'est un premier élément. Et nous, en fait, on pense aussi qu'il y a des ruptures technologiques avec maintenant l'adoption à l'échelle de l'ARN messager qui va permettre d'accélérer ça. Parce qu'en gros, aujourd'hui, pour développer une nouvelle drogue, ça coûte entre 800 et 1 milliard. D'accord ? Celle qui fonctionne, ça coûte moins de 200 millions. Grâce aux techniques de ARN messager, on peut en gros réduire de 30 à 40% le temps pour le faire. Et donc, on augmente assez fortement la probabilité de succès. Donc, c'est un modèle économique qui va fortement changer, avec aussi une dichotomie entre les boîtes cotées et les biotech. Avec cette logique permanente d'acquisition. Donc, nous, on est ravis de travailler évidemment là-dessus. Donc, c'est une équipe qu'on a récupérée dans le nord-est américain, donc entre Boston et Washington, pour aussi le développer à l'échelle mondiale. Et ce que tu dis quand même me permettra encore une fois de rendre hommage à l'ancien patron de Sanofi, viré quand même parce qu'il s'était installé à Boston, Chris Vibarer. Ce que tu décris là, il le décrivait il y a 10 ans, Vibarer. Pour faire le lien avec ce qu'on évoquait juste avant, il faut se rendre compte qu'aux États-Unis, on forme plus de bio-ingénieurs que de codeurs. C'est la réalité aujourd'hui. C'est la réalité aujourd'hui. Aujourd'hui du tissu universitaire américain. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Et on l'évoquait tout à l'heure. Nous, par exemple, on n'a pas de grandes écoles. Bon, je ne vais pas faire le débat entre l'université et grandes écoles, mais on n'a pas de grandes filières qui soient suffisamment boostées pour se dire on veut avoir une place dans le domaine des sciences de la vie avec des écoles aussi prestigieuses que Polytechnique. D'accord ? Et ça, c'est pas normal. Et là, on a commencé à réfléchir à des éléments de réforme parce que en France, en gros, on est forcément obligé d'être bon en maths et en physique. Ouais. Mais on pourrait être bon aussi en maths et en biologie.
Et on pourrait imaginer des cursus universitaires qui prennent ça avec le niveau qu'on met dans le soin pour réaliser des choses à l'échelle. Bon, sur un marché américain quand même, tiens, on parlait des télécoms, c'est un autre sujet quand même, c'est-à-dire structurellement beaucoup plus cher à la sortie, les prix des médicaments, justement du fait d'un manque de concurrence. Enfin bon, bref, là-dessus, Trump avait beaucoup, alors pour le coup là, Trump avait beaucoup appris, je crois, à l'ensemble des Américains d'ailleurs sur leur propre système de santé parce qu'il voulait défoncer tout ça, il n'y est pas parvenu. Donc là aussi, il y a un sujet, enfin ce pourquoi sans doute aussi tu investis aux États-Unis, c'est que les prix de sortie à l'arrivée sont quand même beaucoup plus élevés. Ça c'est vrai. Il y a aussi, alors nous dans notre... Quand il y a eu le Brexit, il y a eu un petit combat pour savoir qui récupérait l'agence du médicament en Europe. Ouais. Et, bon, ça finit aux Pays-Bas. Bon, nous, on avait mis Lille pour faire plaisir. Enfin, c'est vrai. François Hollande. Oui, c'est vrai, je me souviens. Martine Aubry. Bon, on partait pas avec toutes les chances quand même dans la compétition. Les Lillois vont apprécier ça. Je suis Lillois, alors bon, je dis avec tout à fait. Voilà, ils auraient pu mettre Fordac. Ça a énormément d'impact sur les équipes de marketing, de R&D qui sont derrière, parce qu'en fait, elles sont en interface directe avec. Voilà. Donc, on n'avait pas forcément choisi le bon combat de mon point de vue. Et là, avec la crise Covid, évidemment, on se aperçoit de l'enjeu qui est derrière. Et c'est absolument essentiel. Petite anecdote, il y a 2 mois, j'étais à Washington, j'avais la chance de participer à une discussion et il y avait Jake Sullivan, qui est quand même le conseiller à la sécurité nationale, donc quand même un des hommes les plus importants de l'administration. De Biden, tu veux dire. De Biden, et qui disait, pour nous, alors il faut entendre son discours. D'ailleurs, il a fait un discours il y a 1 mois qui était vraiment la pièce de doctrine des États-Unis dans les prochaines 10 années, avec cette obsession sur la Chine, cette obsession sur l'industriel, cette obsession sur la technologie. Et il vous fait un discours en 20 minutes sur les 3 grands domaines qui semblent être majeurs pour les États-Unis. Il commence par les life sciences et par la biologie de synthèse. C'est pour lui la nouvelle frontière, c'est ça. La deuxième, c'est ce qu'il appelle le computing, donc ça intègre les supercalculateurs, l'IA et le quantique. Et la troisième grand domaine, c'est tout ce qui est sciences du climat et technologie du climat. Et donc, ils ont à nouveau des priorités très claires. Et l'objectif ne sera pas de créer, comme nous on a fait en Europe, parce qu'on avait annoncé en Europe une fameuse BARDA européenne. Alors, donne-moi, parce que je suis perdu dans les... BARDA, c'est quoi? Alors, c'est très différent. La DARPA, c'est une agence qui finance des projets trop risqués ou trop long terme pour le secteur. Donc, c'est vraiment... C'est de la recherche, mais avec de la testostérone, c'est-à-dire... vraiment les trucs... Comprimer les fameux moonshots, aller sur la Lune, changer la manière dont on déchiffre le génome, comment est-ce qu'on stocke, quels sont l'avenir des supercomputers, etc. La BARDA, c'est très différent, même si c'est un nom qui souvent on mélange les deux. Ouais. On entend certains économistes qui les mélangent allègrement. La BARDA, c'est plutôt une agence qui va préacheter des produits qui n'existent pas encore. Donc ça permet en fait de rassurer des industriels. Et c'est ce qu'ils ont fait en 2020. Ils ont dit à 10 industriels en parallèle, ce qu'on ne sait pas faire dans notre pays, on adore choisir le gagnant, on va mettre entre 1 et 2 milliards sur 10 produits différents. 8 mois après, 2 d'entre eux, Moderna et Johnson & Johnson, avaient leurs produits. Parce que ça permet en fait d'acheter des produits qui n'existent pas encore. Mais c'est là où vous pouvez mettre les meilleurs sur un projet. Donc c'est une agence qu'il nous faut. Comment est-ce qu'elle fonctionne en Europe? On a mis quelqu'un de très bien, dont je rends hommage, parce que c'est quelqu'un de super, Pierre Delceau, au niveau de la Commission européenne. Mais si on ne lui donne pas un outil beaucoup plus agile, si on ne le sort pas de la gangue des procédures financières, de la redistribution européenne... Des appels d'offres, il ne va jamais y arriver. Ouais. Et la prochaine pandémie, ça sera à nouveau la BARDA qui va inventer le vaccin de demain. Non, mais et on en voit, parce qu'on sous-estime encore l'importance de tout ce qui s'est passé dans là. Il faut quand même, encore une fois, tout le temps regarder ce qui se passe en Chine, la façon dont ils n'en sortent pas, mais vraiment pas, et parce qu'ils ont un problème de vaccin. Voilà. Ouais, parce que pour le coup, c'est un domaine par rapport aux autres domaines. Ils l'ont pas. Voilà, ils sont totalement à la ramasse sur les volets biotechnologiques. Mais mais ce que je veux dire, c'est parce que ça nous est sorti de la tête. On serait dans le même état si il n'y avait pas eu Moderna, quoi. Oui, voilà. Évidemment. C'est ça. Mais ce que je veux juste dire, c'est que dans la compétition, on n'en serait pas sorti de cette merde. Dans la compétition actuelle, pour le coup, il y a vraiment un écart énorme entre la Chine et les États-Unis dans le domaine. En fait, dans le domaine des sciences de la vie, la DARPA intervient quand même, notamment pour tout ce qui est medical devices et tout ce qui est diagnostic, parce que la régulation interdit en gros aux labos pharmaceutiques d'intervenir sur la partie préventive en réalité. Et donc ça, c'est quand même un petit souci réglementaire, ce qui permet aux tech
aux grandes boîtes de tech d'investir le sujet du diagnostic et de la prise en charge, là où les grandes boîtes pharmaceutiques ne peuvent pas le faire. Et donc, un des enjeux pour nous, c'est d'accompagner aussi les grands de la big tech américaine sur le domaine des sciences de la vie, vu du diagnostic. On peut faire le pari que Apple et Amazon seront des acteurs majeurs de la santé d'ici. Là, Amazon a déjà commencé des investissements. Ouais. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont sur le sujet. Et le métaverse est un énorme sujet d'un point de vue de l'application de la santé. Alors allons-y sur le métaverse, parce que là j'ai les deux derniers défenseurs. Alors l'image est passée de manière subliminale tout à l'heure, mais c'était un des titres des Échos que j'avais bien aimé. J'ai montré, c'était un papier du Wall Street Journal que j'avais adoré, mais je l'ai déjà montré. Il y a sûrement un moyen plus intelligent de perdre 800 milliards de dollars. Donc le Wall Street Journal avait écrit ça. Voilà, oh, formidable. J'adore ça. Et effectivement, c'est les Échos qui... Alors c'était juste comme ça, dans une, le métaverse passera-t-il l'hiver ? Mathieu, tu as été le premier, de toute façon, à me raconter ce que c'était, à me dire il faut un Chief Metaverse Officer, etc. Et tout. Tu n'as pas changé d'avis. Ah non, absolument. Même si les gars de Meta sont paumés, s'il est obligé d'envoyer des mails pour dire ce serait bien que vous utilisiez le service que vous êtes en train de designer, etc. Tu n'as pas changé d'avis, tu continues à penser. Ah oui, non, je pense. Alors il y a plusieurs sujets. D'abord, il faut quand même. D'abord, le Metaverse, c'est un terme un peu réducteur pour parler de la réalité, la mixed reality, je sais pas comment on dit en français. Réalité augmentée. Voilà, ouais, enfin, hybride. Ça couvre l'ensemble du spectre de la réalité augmentée, la réalité virtuelle et aussi les neuroimplants. Donc c'est vraiment l'ensemble de la chaîne qui est en jeu. Évidemment, pour faire simple et court, la réalité augmentée va plutôt être un marché B2C. La réalité virtuelle est d'abord un marché B2B. D'accord ? Ouais. Donc, évidemment, tous les gens qui sont excités à aller acheter des boutiques dans le métaverse, parfois même du métaverse 2D, etc., peut-être qu'ils se sont trompés un tout petit peu d'endroits, parce que le sujet, et d'ailleurs, il y a une alliance qui a été annoncée il y a quelques semaines entre Facebook, enfin Meta et Microsoft dans le domaine, parce que la plupart des gens qui travaillent dans le domaine voient quand même que c'est surtout sur le B2B que ça va démarrer. Oui, mais sur le B2B, ce qu'on voit, moi je vois bien leur pub. Dassault Systèmes me raconte ça depuis 15 ans. Bien sûr. Non, mais Dassault Systèmes fait pas. Ils ont jamais dit qu'ils faisaient du métaverse. Ils disent qu'ils font du jumeau numérique. Du jumeau numérique, ben voilà. Mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais oui, mais il n'y a pas besoin d'aller mettre 10 milliards ou 30 ou 40 points. Ça dépend ce que tu veux développer comme application, parce que derrière, il y a des applications, parce que dans le B2B, ça ne veut pas dire que tu t'adresses uniquement à des chirurgiens. Tu vois, il y a aussi... Non, tu fais des avions, tu fais tout. Tu fais tout en jumeau numérique. Non, ce que je veux juste dire, c'est que évidemment. dans le B2B, et c'est quand même une des ambitions principalement de Microsoft, c'est d'équiper toute personne qui télétravaille, par exemple. Tu vois, c'est pas juste le chirurgien de précision ou l'industriel qui va faire une intervention de maintenance à distance via des jumeaux numériques. On est sur un spectre quand même un peu plus large. Ça ne veut pas dire que c'est un petit marché sur le B2B. Donc, un des gros sujets dans la réalité virtuelle, c'est la réinvention de l'espace de travail. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, tu évoquais, sous le ton de la plaisanterie, le fait que chez Meta, Zuckerberg avait demandé à tout le monde, y compris nous, tous les consultants chez nous qui travaillent dans cet écosystème-là, on leur demandait de passer 1 à 2 heures par jour en réunion. Voilà. C'était devenu une obligation. Ouais. D'accord. Alors d'abord, vu d'ici, il faut quand même comprendre que l'intensité du télétravail aux États-Unis n'est pas du tout comparable avec celle qu'on vit ici en Europe. Il y a des gens qui sont en full télétravail. On pourra reparler aussi d'Elon Musk. On va en dire un mot. Ouais. Donc le sujet quand même, il y a quelque chose qui est vraiment transverse, qui est vraiment la réinvention de l'espace de travail. Okay. Moi, à titre personnel, je veux plus de téléphone. Je veux plus de laptop, ça me saoule. Je trouve que c'est vraiment pas adapté. Et il y a plein de façons de faire. Et tout ça va être travaillé avec les lunettes, avec des casques, avec des hologrammes. Et tout ça nécessite quand même des investissements très importants. Et je ne suis pas sûr qu'à la mesure de Dassault Systèmes, tout seul, ça soit possible. Je comprends. Donc après, dessus, il y a des verticaux. En plus, leur sujet à Dassault Systèmes, il est très clairement sur la production. Bien sur la santé, exactement. Mais il est très clairement sur la production. Ils n'ont pas du tout les ambitions que tu décris là. Voilà. Donc il y a tout pour faire un monde. Donc voilà. Donc ça, il y a pas. Oui, mais alors je comprends, puisque tu me dis qu'il y a Microsoft dedans. À ce moment-là, le problème de Meta est peut-être ailleurs. C'est que Meta a aucun contact avec, enfin, mis à part la régie publicitaire, a aucun contact avec le B2B en fait. Mais Meta n'est pas une boîte de B2B. Et alors Microsoft l'est.
Meta, non. Il y a Donc deux c'est là défis. qu'ils vont avoir un problème. Il y a deux défis, c'est-à-dire qu'en fait, on combine des plateformes numériques avec des accès physiques, c'est-à-dire qu'on a besoin de matériel pour rentrer dedans. Donc pour Meta, qui n'avait pas forcément un historique de fabrication de devices, c'est évidemment un challenge. D'accord. Donc là, je sais pas si vous avez eu la chance de tester les Quest 2, ils sont vachement bien. Mais bon, C'est quoi les Quest 2? C'est les nouveaux casques de Meta. Réalité augmentée, ouais, d'accord. Il y a un mois, mais là, tu vois, la version précédente, elle était à $300, celle-là, elle est à 2000. Et sur le Lens, on est à pratiquement 4000. D'accord. Donc on n'est pas forcément dans l'adoption totalement démocratique. D'accord. Bon, mais ça, c'est le premier challenge, c'est un challenge industriel. C'est-à-dire qu'il faut fabriquer du device. D'accord. Donc Microsoft sait le faire, Apple sait le faire, ouais. Google un peu au milieu, et pour Meta, c'est quelque chose d'assez nouveau. Amazon aussi est vraiment dans cette logique-là, alors avec un autre axe qui est sur les enceintes connectées, etc. Mais il y a une forme de convergence. Voilà. Après, chacun a choisi son chemin. Et c'est vrai que Microsoft sait faire du device, pas toujours avec du grand succès, mais il sait en faire. Et c'est aussi faire du B2B. Et ils ont la relation B2B. Ah bah oui, ils ont la relation B2B colossale. Donc c'est des enjeux, mais enfin... Je pense que Meta a toutes les chances pour pouvoir y arriver. Bon, très bien. Tu es d'accord aussi, André? J'adore le titre Lost in Metaverse, merci, sur lequel parlait Mathieu. Mais il y a quand même une chose qui me frappe. Je me rappelle que depuis 2-3 ans, quand on nous parlait de l'émergence de l'intelligence artificielle, on nous disait « Ok, on a perdu la bataille sur le B2C, mais vous allez voir en Europe, on a la maîtrise de nos données industrielles. » Eh bien, quand je vous entends, je me dis que même ça, c'est pas forcément gagné, parce que justement, en créant ces jumeaux numériques et cet accès, je trouve que c'est ça aussi l'intérêt qu'on a peut-être sous-estimé avec la 5G, c'est-à-dire que tous ces outils, il va falloir les connecter à Internet, tous ces devices, et ceux qui maîtriseront les réseaux vont être aussi capables de maîtriser ces gateways qui aujourd'hui sont les câbles sous-marins, le cloud, etc. Donc je pense qu'il y a effectivement une évolution. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ce qui est sûr à nouveau, c'est qu'il faut absolument être présent pour tester. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'est pas en train de tester partout, on est sûr d'avoir pas son ticket gagnant. Probablement, Meta est allé très très loin en faisant un big bet. Et c'est peut-être mon deuxième point, Stéphane, que je voulais souligner. Je crois qu'on est dans ce monde des big bets. Je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte, il y en a certains qui marchent très bien, voire extrêmement bien, comme SpaceX et Tesla. Certains qui probablement vont mal se terminer. On va sûrement parler de Twitter. Bah vas-y, allons-y. Non, peut-être, ou Meta. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en ne testant pas ça, on est sûr de ne pas être là dans le monde de demain. Et je crois qu'on sous-estime. Et l'énergie va peut-être être ce coup d'accélération qui va vraiment nous projeter. Le Covid nous a poussé dans un autre monde du travail. On nous promettait le monde nouveau. En fait, la seule chose qui a changé, mais c'est massif, c'est la relation au travail. C'est quand même massif. C'est en fait notre interaction 8 heures, 9 heures, 10 heures. Ça, je pense qu'on le sous-estime. Et deuxième chose, et c'est pour ça que ces sujets d'immigration, etc., tout ça participe à ça. Et la deuxième chose, c'est ces paris technologiques. Parce qu'on est dans une incertitude qui fait que si on ne fait pas ces paris-là, on est sûr de perdre. Et je pense que l'état d'esprit, pour l'un comme pour l'autre, est un esprit qu'on a intérêt en Europe à regagner très très vite. Tu vas rajouter un truc, oui, Mathieu, en fait, avant qu'on dise un mot de Twitter? On surestime l'impact à court terme des technologies, on sous-estime à long terme. Quand je vois tous les tocards qui disent qu'Apple n'a jamais rien inventé à part l'iPhone, bon, juste Apple Pay, c'est le deuxième moyen de paiement au monde maintenant. Voilà, c'est derrière Visa. Non, et puis les montres, c'est quoi? Alors tu sais, parce que dans cette émission-là, la phrase est sortie la semaine dernière. J'ai dit oui, et Denis Pépin n'a rien inventé à part la machine à vapeur. Parce que dire que même cette phrase, t'as rien inventé à part l'iPhone, qui porte la troisième révolution industrielle, c'est ahurissant. Non, mais il y a 10 ans, on parlait du NFC, plus personne n'en parle. Mais enfin, sauf qu'en fait, aujourd'hui, tu vois, un acteur comme Apple récupère tout. Ouais. Et en fait, c'est hyper important dans ce qui est en train de se passer. Donc, faut regarder, parfois, on attend aussi de ces groupes, et c'est dans leur communication, on attend peut-être beaucoup trop vite, mais la réalité, c'est que derrière, il y a des lames de fond. Et voilà, donc après, on ne dit pas, ça reste, il peut y avoir une forme de pari, donc il y a des échecs aussi, et donc voilà, Google a fait un certain nombre d'échecs, mais il y a quand même quelques réussites aussi très sympas. Oui, mais là, parce que je veux qu'on dise un mot de Twitter, moi, ce qui me surprend quand même, comme tu dis, Google a fait des paris. Tu fais des paris, tu crées une division. C'était Other Activities dans le bilan. Mais tu ne prends pas ton moteur de recherche. En l'occurrence, là, tu ne prends pas Facebook, consulté par 2,5 milliards de personnes. Et on a l'impression que tu tournes la page, tu changes le nom de ta boîte, le média le plus puissant de l'histoire de l'humanité, et tu dis non, en fait, ça ne m'intéresse plus.
c'est là où je trouve que le move est brutal, mais... Mais c'est pas comme ça que c'est vécu en interne, je pense pas. Ouais, peut-être. Alors, Twitter, non, je suis pas... on va voir deux... C'est juste parce que il est quand même incroyable. Elon Musk, il y en a un. Alors, je sais pas dans quel sens on va nous mettre ça, je sais pas si on peut voir les deux d'ailleurs. Il y en a un où quand même il dit... Alors, ouais, celui-là est magnifique. Je ne le décrirai pas pour ceux qui nous écoutent en podcast, malheureusement. Donc, celui-là, il était hier, donc très très vite. C'est Donald Trump qui a une envie folle de retourner sur Twitter, mais qui peut pas, parce que s'il retourne sur Twitter, il flingue son propre réseau social, dans lequel il a investi quand même un petit peu d'argent. Il fera des copies d'écran, c'est pas grave. Il fera des copies d'écran. Non, mais sérieusement, je te prends le pari qu'il va faire des copies d'écran. Il va prendre des copies d'écran de son truc et il va les mettre sur son compte Twitter et avec des liens pour faire revenir. Non, mais je sais pas quand, mais c'est ça qui va se passer. Ouais, mais ouais. Enfin bon. Et l'autre, alors je sais pas, mais j'étais quand même très surpris. Voilà. Ça, c'était ce week-end quand même. Tu t'appelles Elon Musk, tu dis bon, les mecs, on fait quoi au fait? Tu vois, tu parlais d'Apple, je le disais hier, Steve Jobs n'a jamais demandé à personne ce qu'il fallait faire avec Apple. Moi, je trouve ça, quand un dirigeant fait un truc comme ça... Il y a une part de rhétorique là-dessus. Je pense que... là, quand on a vu, il a déjà plus de 80 000 réponses. Hein. Oui, non, mais c'est... bon, de toute façon, ça n'a aucun sens. 300, 400 000 parfois. Ouais. Non, moi, si on prend un plus grand temps, enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse. Mais c'est quand même en termes de management, moi, j'aimerais bien avoir ton avis. Non, mais en fait, là aussi, ici, on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, dans le monde de la tech, aujourd'hui, les gens, ils sont en full télétravail. D'accord ? Il y a eu des études qui ont commencé à sortir sur le fait que les gens dans la tech qui étaient en full télétravail, il y en avait au moins 20% qui avaient 2 jobs. Okay. J'ai discuté avec un grand banquier il y a 2-3 semaines, américain, qui voit les comptes bancaires américains. Les payrolls, et il dit il y en a un paquet qui vont jusqu'à 6 paychecks par mois. Okay. Donc, il y a un énorme problème aujourd'hui dans la tech américaine de productivité des équipes de tech. Donc ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et c'est ce qui s'est passé depuis 2-3 ans. Si tu prends les effectifs de Meta, avant Covid, c'était 47 000. Là, on est monté à 90. Et là, en réduisant d'une dizaine de pourcents, on revient au mois de décembre 2021. On revient au mois de décembre 2021 en termes de staff. Et en termes de productivité, on a vachement perdu aux États-Unis. Donc, d'ailleurs, sur LinkedIn, on sortait une... D'où la nécessité de taper du poing sur la table. C'est pour ça qu'il fait des audits de code. C'est vrai, il veut regarder ceux qui travaillent vraiment. Donc, il y a un énorme sujet aujourd'hui, et c'est vraiment le sujet dont tout le monde parle là-bas. C'est vraiment, est-ce que les mecs travaillent vraiment? Oui, mais c'est le patron. Donc, audit de code, on le racontait. Donc, demandez à ces développeurs, vous venez avec votre best-of, en fait, les meilleures lignes. Ouais. C'est au patron de faire ça, de regarder directement. Parce que c'est son style managérial, mais il ne vient pas tout seul d'abord. Il vient avec une série de gens qui viennent de chez Tesla. Il n'est pas tout seul. Hein. En fait, il est accompagné. Hein. Il n'est pas vraiment du tout seul. Et en fait, c'est pareil. Il est dans une logique de mise sous tension. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il annonce une offre nouvelle, le truc sur le bleu. $8. Bon. En fait, il s'en fout de savoir si ça va marcher ou pas. Il veut juste voir si les équipes sont réactives. Voilà. Et c'est des tests. Alors après, on peut être pour ou contre sur le plan managérial, mais en fait, il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, sur LinkedIn, aujourd'hui, aux États-Unis, les offres en full télétravail, elles ont baissé de 30 à 40%. Et ça va revenir, on va revenir sur quelque chose. Donc, en fait, dans ce qui est en train de se passer là maintenant, c'est que comme il y a une crise financière aussi associée à la tech, les gens ils vont être un peu plus frugaux dans la façon d'investir. Donc on va remettre un peu de mise sous tension. Bon, alors évidemment, avec Elon Musk, c'est jamais fait de façon ni discrète, ni parfois même humaine, hein, disons-le. Donc voilà, donc il le fait avec son style, en mode open source devant tout le monde. Donc c'est quelque chose d'assez un peu sidérant. Ouais. Et voilà, mais bon, ça crée de l'audience hein, apparemment, donc parce que tout le monde regarde. Ouais. Mais la question qui se pose lui, et je pense que c'est ce qu'il s'est dit, c'est est-ce qu'aujourd'hui j'ai vraiment besoin de 8000 personnes pour faire tourner cette boutique, ou est-ce que avec les 2000 ça me suffit? Et là, c'est un sujet de productivité. Voilà. Et en plus, comme il est obsédé par l'automatisation et la robotisation, en fait, pour lui, l'être humain dans un process, c'est une solution de confort. Donc, il est dans cette logique un peu jusqu'au boutiste, en disant je veux automatiser à mort. Voilà. Et je pense que c'est un petit peu sous-évalué parce qu'on ne voit pas forcément ce qui est en train de se passer là-bas. Parce que
toutes les boîtes de tech sont sur le même sujet. Quelle est la productivité réelle d'aujourd'hui? Au début, on a vanté le télétravail full-time avec des gens, on ne sait même pas qui sont, où est-ce qu'ils sont, etc. Là, on revient en fait à quelque chose de plus normal et on va reprendre quelque chose qui sera beaucoup plus hybridé et sain, en fait, dans la façon de reproduire les choses. Et de la même façon, la baisse des financements, ça va permettre de reprendre aussi, de regarder la réalité. Il suffit de financer en early stage des startups en France ou aux États-Unis. Pour faire la même chose, un gars aux États-Unis va demander 10 développeurs de plus. Oui, non, mais je participe. C'est intéressant, très intéressant. C'est très intéressant. Il y a une chose où je ne suis pas tout à fait vision que j'avais pas d'accord. Je pense que le gros problème aujourd'hui de Musk, c'est qu'avec ses 2 précédents paris, je crois qu'il avait une vision assez claire de ce qu'il voulait faire. Aujourd'hui, on a quand même ce sentiment qu'il navigue à vue. Alors par contre, le faire en open source, moi je trouvais au contraire très intéressant et ça devrait nous faire réfléchir sur cette image du CEO qui a une vision très claire. Je crois qu'aujourd'hui c'est très dangereux. À nouveau, dans ce monde de grands paris où il faut expérimenter, où on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec ces crises qui se conjuguent de manière un peu géométrique, le fait de faire appel à cette intelligence collective, alors comment est-ce qu'il va pouvoir trier, automatiser toutes ces idées? C'est ça. Ouais, enfin, c'est pas vrai, il va pas lire 80 000 réponses, il fait pas un appel à l'intelligence collective. Franchement, vous mettez ça dans un moteur, vous passez de l'intelligence artificielle basique là-dessus, vous voyez des trends, etc. Je rappelle quand même aujourd'hui que beaucoup de sujets aujourd'hui de développement, notamment dans le domaine de la pharma, c'est d'analyser les trends en fonction du nombre de brevets qui sont déposés par cluster. Donc, en gros, la topologie mathématique et les life sciences sont en train de se rejoindre parce que ça permet de voir les tendances, d'anticiper les trends. Donc je trouve ça c'est très intéressant. L'autre chose qui est absolument fascinant, c'est que personne n'a encore trouvé le bon compromis. Tu parles d'hybridation entre physique et virtuel. Moi, je suis frappé par le nombre de réunions dans la tech qu'on a en ce moment où les gens disent « Ah, c'est la première fois qu'on rencontre nos collaborateurs ». Je rappelle que pendant 2 ans, la plupart des investissements dans la tech ont été faits sur quasiment de manière entièrement virtuelle. Ouais. Donc on peut quand même aussi se poser la question si certains de ces investissements qui ont été faits, quand même on parie d'abord sur des équipes, ont été faits. Enfin voilà, il va y avoir... toute connaissance de cause. Ce qui est clair, c'est qu'il va y avoir une sédimentation hyper intéressante et il faut être dans ce trend. Et on accuse souvent les États-Unis de ne pas forcément être extrêmement innovants sur cet aspect-là. Moi, je trouve au contraire, ils sont en train de défricher le monde du futur, en tout cas sur le travail. Ouais. Mais avec une brutalité qui nous fait peur, quoi. Non, à la limite, la brutalité. Et puis, je pense que c'est des gars qui retrouveront du boulot. C'est ce qu'on disait hier, il y avait Guy Mamoumani qui était là. Et Guy disait, le problème de ce type de management, c'est que c'est souvent les plus mauvais qui restent. C'est-à-dire, tu tapes du poing sur la table, tu dis, soit vous travaillez comme des cinglés, soit vous vous barrez. Ceux qui restent, c'est ceux qui ont des doutes sur leur capacité à retrouver du boulot. Bah, quand même. Quand même, Musk, il est un peu charismatique quand même. Donc en fait, il peut entraîner 2-3. Je sais pas, il a peut-être perdu quelques points de charisme là. Moi, sur le sujet de la vision, je pense que moi, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'il s'attaque à un sujet qui est quand même majeur dans la tech, c'est-à-dire l'identité numérique. C'est-à-dire quand même. On sent le débat depuis le début avec l'histoire des comptes bleus, etc. C'est lui qui a foutu le bordel là-dedans. Pardon de le dire comme ça, parce qu'il nous reste qu'une minute 30. Ouais. Il est seul responsable du merdier qu'il a mis sur Twitter avec ce... Moi, je pense qu'il faut regarder ce qui va se passer sur l'identité numérique et aussi l'ouverture des API de Twitter qui historiquement étaient quand même de piètre qualité pour les annonceurs. Et ça, c'est un autre sujet qui est beaucoup moins grand public, mais qui posait énormément de problèmes sur les données de localisation, même sur du service client, etc. Parce qu'en fait, on n'avait pas les infos. Et comparativement à ce qu'on peut retrouver sur les plateformes type Meta ou autres, pour les annonceurs, il y a une pauvreté de la plateforme de l'API qui est quand même mineure. Donc ça, c'est pas un sujet grand public. Le sujet de l'identité numérique, c'est un sujet fondamental pour les 5-10 années qui viennent, parce que celui qui va contrôler l'identité numérique, il va contrôler quand même pas mal de choses. Peut-être un point, je rappelle que sur les Gen Z, donc ceux qui sont aujourd'hui moins de 20 ans, ils considèrent que leur identité digitale est une prolongation de leur identité physique à plus de 50%. C'est la seule génération. Tiens, c'est d'ailleurs parce que j'ai regardé si vous aviez quitté Twitter tous les deux, mais vous n'avez pas quitté Twitter. Ouais. Et toi, ton dernier tweet, c'est quoi? C'est 60% de cette Gen Z est tatouée. Oui. Non mais c'est un chiffre qui m'a 60% de cette Gen Z tatouée. Ça va vite pour se faire tatouer en même temps, donc c'est plus rapide que de former. Quand même, il y a un truc là, il y a un langage, il y a quelque chose, il y a une identité. Faire du positif, je veux terminer sur une note positive. Regardez l'opportunité pour les groupes européens de la tech. Là, il y a 11 000 personnes de chez Meta, 5 000 personnes de chez Twitter. J'espère que tous les groupes de la tech européens essayent de récupérer ces talents.
C'est maintenant qu'il faut le faire en tout cas. Merci les amis, merci à vous de nous avoir suivis. Demain, mode interview, tiens, on parlera d'ailleurs innovation, espace, etc. On parlera ESG aussi, finance ESG, post-COP, enfin il y a des choses intéressantes là-dessus. Je peux bien revenir. Voilà, si tu veux Mathieu, toujours bienvenue. Allez, ciao, à demain.